North right clamp, south fox, H top pass, 38 top gun BXP sweat. Let's go. His first punt today. And it's a big one. Wow! Salut à tous et bienvenue chez le Punter pour un nouvel épisode. Alors j'espère que vous allez bien, que vous avez passé une belle semaine. Désolé pour le nouveau décor, mais là bon, on a des soucis techniques, on va dire dans notre studio officiel, donc forcément on a changé d'endroit où on réalise nos vidéos. Donc voilà, une semaine qui a été frénétique à NFL avec des matchs le jour de Noël et aussi tout le week-end, samedi et dimanche. Il ne nous reste plus qu'une seule journée dans la saison régulière. On connaît désormais la grande majorité des équipes qui vont participer à la phase suivante. Plusieurs équipes d'ailleurs sont déjà assurées de remporter leur division, mais il reste 3 divisions où tout reste à jouer et on ne sait toujours pas. Alors qu'il reste un seul match à jouer, on ne sait toujours pas qui seront les 2 têtes de série. Bref, ne perdons pas de temps, analysons cette semaine 17. Ready, set, hut! Pour les tops et les flops de la semaine, il y a tellement de choses à aborder qu'on va essayer d'aller rapidement. On pourrait parler des Chicago Bears qui remportent leur division pour la première fois depuis 2018, les Jaguars qui continuent à être excellents, Seattle et San Francisco en tête de la NFC. Bref, on va parler aussi de Houston. Alors Houston qui, grâce à sa défense de fer, surprise, se qualifie pour les playoffs. Une 8e victoire consécutive contre les Chargers à Los Angeles. Un match où l'équipe des Texans a commencé en force avec 2 touchdowns en 6 minutes grâce aux 2 rookies Higgins et Noël. Oui, Noël, ça ne s'invente pas. Après, les choses se corsaient un petit peu pour l'attaque des Texans et pour le quarterback Stroud qui allait se faire intercepter à 2 reprises. Mais au final, sans conséquence, puisque les Texans l'emportaient, grâce à leur défense qui veillait au grain. Ils interceptaient une passe de Herbert, mais ils allaient mettre surtout beaucoup de pression sur le quarterback adverse, comme d'habitude, vous me direz. Résultat des courses, 5 sacs, 2 fumbles provoqués. Bon, ils ont été récupérés, mais quand même... c'est quand même 2 ballons, 2 fumbles de provoqués. L'équipe de DeMeco Ryan, donc, comme on a dit, 8 victoires d'affilée, mais surtout moins de 20 points d'encaissés sur les 7 derniers matchs et une moyenne de 272 yards de concédés par match. C'est monstrueux. Et bon courage à l'équipe qui va devoir se coltiner les Texans au premier tour des playoffs. Chez les flops, on pourrait parler de l'élimination de Détroit, de Green Bay qui est incapable de gagner, Pittsburgh pareil. On va parler des Colts, parce que Colts, c'est quand même une chute interminable. Rappelons-nous, ils faisaient partie de nos flops il y a encore quelques semaines. Ils avaient fait des débuts tonitruants, avec un bilan de 7 victoires et 1 défaite. Sauf que là, les 8 derniers matchs, c'est l'opposé. Une seule victoire en 8 matchs. C'est vrai qu'ils ont perdu Daniel Jones, Jonathan Taylor, qui est leur principale arme offensive, a été bien contenu par plusieurs défenses. Ils ont dû faire appel à Philip Rivers, l'ancien, 44 ans, grand-père d'ailleurs, pour leurs 3 derniers matchs. Leurs 3 derniers matchs, c'est 3 défaites. Après, ces 3 défaites, c'est pas forcément la faute de Rivers. Mais c'est toute la structure, toute l'équipe en fait qui a dégringolé depuis plusieurs matchs, 8 matchs quoi, et même un peu avant. Et là du coup ils se retrouvent sans play-off alors qu'ils avaient fait un gros investissement. Souvenez-vous, début novembre, juste avant la fin du marché des échanges, ils avaient échangé leur receveur Adonai Mitchell, plus premier choix de draft 2026, premier choix de draft 2027 pour récupérer Sauce Gardner, le cornerback des Jets. Et au final, depuis son arrivée, et je crois qu'ils ont gagné un seul match. Donc, on voit très bien que l'investissement, pour l'instant, n'a pas fonctionné.
Et surtout, ça va les handicaper sur les 2 prochaines drafts. Donc, on verra bien ce qui se passe chez les Colts. La présidente va-t-elle conserver l'entraîneur Steichen ou le manager général Ballard, se débarrasser des 2, conserver les 2. Bref, nous verrons bien. On a mentionné très vite les Steelers. Les Steelers qui sont passés du très bon au pire en une semaine. Il y a 7 jours de cela, à Détroit, ils étaient inarrêtables au sol. Ils avaient collé presque 30 points aux Lions. Aaron Rodgers était très bon. Et là, ce dimanche contre les Browns, ils nous ont fait une performance en attaque horrible. 3 fumbles perdus et seulement 6 petits points de marqués. Les 6 points, c'est 2 field goals. Et là, avec cette défaite qui était totalement inattendue, les Steelers ils se mettent dans des conditions difficiles, puisque comme les Ravens ont gagné, en fait, ils vont disputer une véritable finale dimanche prochain à domicile face à Baltimore. Baltimore vont-ils récupérer comment il s'appelle, Lamar Jackson, on ne sait pas, mais en tout cas Steelers ils auraient pu conclure cette affaire là dimanche, et là ils se tiraient une balle dans le pied. On va voir s'ils vont regretter cette défaite dimanche. La NFC Sud, c'est un autre flop. Qui veut gagner la NFC Sud? Tampa Bay, ils perdent. Carolina, ils perdent. Tampa Bay, d'ailleurs, ils sont horribles depuis plusieurs semaines. Et ils peuvent remercier les Seahawks, voire le bon Dieu. Car c'est l'irrégularité de Carolina qui leur permet de garder espoir et de s'offrir là aussi une finale à domicile à Tampa Bay contre les Panthers. Et un peu comme dans la AFC Nord, le vainqueur sera champion de division et qualifié pour les playoffs. Parlons rapidement du Pro Bowl, parce que cette semaine il y avait les sélections pour le Pro Bowl. Le Pro Bowl, rappelons-nous, c'est une distinction de fin de saison régulière où les meilleurs joueurs par position sont invités à participer à une espèce de All-Star Game, même si c'est sans contact, c'est comme du flag football. Et aussi après, il y a des ateliers par poste. Il n'y a pas eu d'énormes surprises, mais il y a toujours 2 ou 3 choix ou absences qui laissent un peu dubitatif. On va commencer par 3 joueurs de Kansas City, Trey Smith, Chris Jones et Travis Kelce. Kansas City a fait une mauvaise saison. Et ces 3 joueurs, ils ont leur part de responsabilité. Trey Smith, il a été souvent blessé. Travis Kelce, ok, il avait des bonnes stats en réception. Il avait plusieurs touchdowns. Mais il n'a jamais eu aussi peu de réceptions dans sa carrière. Et aussi, il a des réceptions faciles qu'il a manquées à des moments clés qui coûtaient des matchs à son équipe. Sans parler de son piètre apport dans les blocs. Chris Jones, il a été pas mal sur la fin de saison, mais au début de saison, la première moitié de saison, il était horrible, très très loin de son niveau. Donc là aussi, c'est des choix surprenants. Jalen Carter, le defensive tackle de Philadelphie, lui, il a joué que 10 matchs cette saison. Il a été beaucoup moins productif dans la pression et le pass rush que dans le passé, et pourtant il l'a invité. Pareil, le left tackle des Chargers, Joe Alt, lui, il a joué que 6 matchs, il est invité au Pro Bowl. Parlant d'absent, on peut parler de Nahshon Wright, le cornerback des Bears, leader de toute la ligue en ballon récupéré, 5 interceptions et 3 fumbles récupérés, et pourtant il n'est même pas invité. Pourquoi? Alors déjà il faut savoir, c'est des votes très subjectifs, il y a beaucoup de copinage, ce sont les entraîneurs, les joueurs et les fans qui votent, donc ne soyez pas surpris si on voit souvent les mêmes têtes, et s'il y a d'autres joueurs peut-être qui sont moins, on va dire, qui sont moins présents dans les médias, ou qui n'ont pas des médias derrière eux aussi puissants, ou un agent aussi puissant. Donc bon, mais c'est quand même dommage. Alors notre affiche de la semaine, au début j'avais prévu de parler de Buffalo contre Philadelphie, parce que sur le papier c'était le plus beau match. Après sur le terrain c'était autre chose par contre. Et en plus, après avoir vu un long résumé hier lundi du match entre San Francisco et Chicago, on a changé d'avis. Et d'ailleurs c'est un nouvel affrontement entre une équipe de la NFC Nord et une équipe de la NFC Ouest. Et à nouveau, on a un superbe match. Souvenez-vous, il y a quelques semaines de cela, on a eu pareil, un affrontement entre Détroit et les Rams qui nous a laissé sans souffle. Là, c'était pareil. On a eu un match très
très équilibré de bout en bout. On est passé de 7 partout à 14 partout, 21 partout, 28 partout, 35 partout, avant que le receveur Jauan Jennings ne crucifie Chicago à 2 minutes de la fin. Et pourtant, on ne peut pas dire que les affaires avaient bien démarré pour les 49ers. Eux qui se faisaient intercepter, avec une passe de Purdy qui se faisait intercepter sur le tout premier jeu par le linebacker TJ Edwards qui lui s'en allait marquer un touchdown sur un pick six. Après, le mérite de Purdy, c'est que cette action, ça allait pas le démoraliser, au contraire, ça allait le réveiller. Car après cette action-là, l'ancien Mr. Relevant, il nous signait une prestation XXL. Après, c'est vrai qu'il était bien accompagné par son fidèle compagnon, Christian McCaffrey, C-Mac, qui lui signait 140 yards au sol et un rushing touchdown. Purdy, dont lui on a dit une prestation XXL, 3 passes de touchdown et 2 rushing touchdowns lui aussi. Ok, alors on peut forcément faire des reproches aux défenses qui n'étaient pas fantastiques. Mais là, c'est surtout le niveau des deux attaques qui était remarquable. Si vous regardez les statistiques, 11 touchdowns au total et 940 yards de gagnés entre les deux équipes. C'était vraiment un régal pour les téléspectateurs neutres. Après, même si c'était assez équilibré, Chicago, ils allaient beaucoup se reposer sur le jeu aérien. Alors que dernièrement, on avait vu qu'ils se reposaient beaucoup sur le jeu au sol. Mais là, peut-être face à la défense au sol des 49ers, ils n'y arrivaient pas. Les Niners, eux, ils avaient une attaque plus équilibrée entre les airs et le sol. Et surtout, la différence, c'est dans la red zone, 5 sur 5. Une efficacité qui a totalement tué les Bears. Et on voit que Brock Purdy, après un début de saison très difficile, avec une blessure au pied, là, il revient à son meilleur niveau, alors que ça sent les playoffs. Attention aux 49ers, parce que en plus, dimanche prochain, ils jouent une autre finale contre les Seahawks. San Francisco, s'ils gagnent, ils sont champions de leur division et ils sont tête de série de la conférence nationale. Donc attention aux Niners, équipe à surveiller. Alors pour la palette cette semaine, on va parler attaque et on va parler reverse pass ou reverse run. Donc on va analyser une jolie action offensive des New England Patriots ce dimanche contre les Jets. Alors vous le voyez à l'écran, en fait c'est un jeu au sol, sauf que il y a une particularité, vous allez voir, c'est ce qu'on appelle un reverse run. C'est-à-dire que le coureur qui reçoit le ballon n'est pas celui qui va ensuite essayer de gagner du terrain. Il va donner le ballon à quelqu'un d'autre. Alors regardons à nouveau l'action. Donc on voit Drake May qui est en position pistol. Okay, on va voir ce qui se passe au ralenti. Donc vous voyez le ballon est joué. Hop, il transmet à Stevenson, le premier running back, et il passe au deuxième running back, TreVeyon Henderson. Henderson, sur l'action, il passe un peu inaperçu puisqu'il n'est pas dans l'arrière-champ. Il est placé, regardez où c'est qu'il est. Il est en bas de l'écran. Il est en position de receveur en fait. Mais il va revenir derrière la ligne offensive. Vous voyez, recevoir le ballon de Stevenson et ensuite il va gagner une douzaine ou treizaine de yards. Ok ? Donc, regardons la formation déjà. En fait, c'est une formation un peu bizarre. C'est en 22, c'est-à-dire qu'il y a 2 running backs techniquement, même si TreVeyon Henderson est aligné là en tant que receveur, il est running back sur ces 22 parce qu'il y a 2 running backs et 2 tight ends. D'accord ? On voit la ligne offensive. Regardez déjà ce que font les tight ends. Alors, il y en a un qui va bloquer, en fait, et l'autre qui va partir en profondeur. Pareil, le receveur, le seul receveur qu'il y a en haut de l'écran, c'est Cal Williams. Lui aussi, il va faire son tracé comme s'il attendait une passe.
la ligne offensive. Donc on va voir ce que fait la ligne offensive sous un autre angle. Donc vous allez voir qu'ils vont tous pousser à l'avant, sauf le garde gauche, qui est numéro 77. Lui, en fait, il va décrocher pour aller bloquer un pass rush des Jets. Okay, c'est ce qu'on appelle un pull. Souvenez-vous, un pull, on en avait parlé dans une autre vidéo. C'est-à-dire que lui, ce qu'on a dit, c'est qu'il décroche et il va essayer d'aller bloquer un autre joueur. Okay, donc si on regarde à nouveau l'action, Drake May en position pistol, hop, Stevenson, il croise avec Tremaine Anderson. Et qu'est-ce qui se passe là? Regardez ce que fait la défense. La défense, en fait, là, ils sont tous à contre-courant, en fait. Puisque déjà, Henderson, il va très vite. Et en plus, ils s'attendent pas du tout à cette course de Henderson, ils s'attendent plutôt à la course de Stevenson. Donc ils partent tous de l'autre côté en fait. Et une fois qu'ils se rendent compte, c'est trop tard. Et les pronos cette semaine, 1 sur 5 à nouveau. On continue la dégringolade. Il est temps que la saison se termine là parce qu'on n'est pas bien du tout. Hein. On a trop fait confiance à Carolina et aux Los Angeles Chargers. Clairement, ça n'a pas marché. Bref, on va quand même essayer de finir la phase régulière en beauté. Donc voici nos 5 pronostics pour la semaine 18 avec de gros affrontements. La finale de la NFC Sud entre Tampa Bay et Carolina. Tampa Bay est favori, mais je n'ai aucune confiance à Tampa Bay. Donc je vais parier sur Carolina. 49ers contre Seattle, on vient d'en parler. Une grosse finale avec beaucoup d'enjeux. Mais je vois San Francisco l'emporter. Denver contre les Chargers. Qui va finir champion de la AFC West? Donnez-moi les Chargers. Je vois pas les Chargers forcément gagner, mais cette différence de points de 7,5, ça me semble beaucoup quand même. Bears contre les Lions. Les Lions sont au fond du seau. Je ne sais pas s'ils seront vraiment motivés, donc je vois les Bears l'emporter. Et enfin, Steelers contre Ravens. Les Ravens sont favoris de 3,5 points. Vont-ils récupérer Lamar Jackson? Est-ce que ça va faire une différence? Parce qu'on a vu que contre Green Bay, même sans Lamar Jackson, il se débrouillait bien. Donc donnez-moi les Ravens. Et finissons avec un peu de football universitaire où à Michigan, il y a fumée blanche ou fumée bleue selon les couleurs de l'équipe. Kyle Whittingham vient d'être nommé nouvel entraîneur. Alors Kyle Whittingham, c'est un coach de 66 ans qui venait de passer plus de 20 ans à Utah. C'est un coach très professionnel qui a fait d'ailleurs de Utah, des Utes, une des meilleures équipes d'abord du Mountain West et après du Big 12. En début du mois, il annonçait qu'il quittait les Utes. Tout le monde pensait qu'il allait prendre sa retraite, mais lui, il n'a pas dit un mot à ce sujet-là. Après, avec ce qui s'est passé à Michigan, on en a parlé, l'épisode de Sharon Moore. On a parlé des difficultés à Michigan à trouver un remplaçant. Leur cible numéro 1, c'était clairement Kellen DeBoer, je pense, hein, mais il est à Alabama, il est en quart de finale des playoffs, donc il ne pouvait pas attendre. On a aussi entendu d'autres noms, Jedd Fisch de Washington, Kenny Dillingham de Arizona State, mais eux apparemment ils n'ont jamais été approchés par l'université de Michigan. En plus, il y a quelques jours de cela, on a entendu que Michigan était en pleine investigation interne, on va dire pour nettoyer le programme sportif. C'est vrai que surtout au niveau football, il y a eu beaucoup de scandales ces dernières années. On pense au cas des signaux volés par un assistant, Connor Stallion. Il y a même une série Netflix sur ça, Signal Stealer, je crois que ça s'appelle. L'affaire extramaritale de Sharon Moore. Un autre assistant d'il y a 4 ou 5 ans qui est poursuivi en justice pour avoir essayé de pirater des ordinateurs des étudiants. Bref, un énorme bazar. Après, c'est vrai qu'une personne telle que Whittingham, son profil, je pense que ça va faire beaucoup de bien. C'est un véritable bol d'air frais pour une université qui fait la une des médias pour les mauvaises raisons depuis trop longtemps. En plus, il semblerait qu'il devrait venir avec son coordinateur offensif de Utah,
Jason Beck, qui a fait de l'attaque de Utah un véritable rouleau compresseur, une des meilleures du Big 12 et même du pays. En plus, sa stratégie offensive, elle est très proche de celle de Michigan, avec une équipe qui raffole du jeu au sol. Et en plus, regardez, Michigan, ils ont le quarterback, le freshman, Bryce Underwood, que beaucoup comparent à Cam Newton. Donc je pense que un entraîneur, un coordinateur offensif tel que Jason Beck, ça va lui faire du bien. Parlons aussi des bowls. La saison des bowls se poursuit. Alors vous savez, c'est des matchs avec des traditions que certains considèrent marrantes, voire bizarres. C'est vrai qu'il y a des noms qui font un peu sourciller. On pense au Pop-Tarts, qui est une espèce de biscuit rempli de fruits ou de crème, très connu aux États-Unis. Il y a aussi le Boca Raton Bowl, où en fait l'équipe vainqueur, il se voit offrir un bowl immense d'haricots blancs. Bref, on a eu pas mal d'affrontements déjà. On a eu ce week-end par exemple Penn State qui battait Clemson. On a eu une rencontre haletante entre BYU et Georgia Tech. On a eu Minnesota aussi qui gagnait en prolongation contre New Mexico, je crois. Et c'était leur 9e victoire dans un bowl game d'affilée. San Diego State qui était sur le point de réaliser une magnifique remontée contre North Texas. Houston qui crée la surprise en battant LSU. Bref. Beaucoup de super matchs et ce n'est pas fini parce qu'écoutez le programme de ces prochains jours. Illinois contre Tennessee, USC contre CCU, Vanderbilt contre Iowa et enfin un petit Texas contre Michigan, très très prometteur. Dans la minute universitaire, on a aussi une petite minute freak puisqu'on va parler rapidement de la 2e division universitaire. Puisque je voulais déjà en parler la semaine dernière, mais j'ai oublié. Voilà. Donc il y a 2 semaines de cela, il y avait les demi-finales en fait de la FCS, qui est le nom de la 2e division universitaire. Et on connaît déjà donc les 2 finalistes. Ce sera Montana State, les Bobcats, qui sera le grand favori face à la surprenante équipe de Illinois State, les Redbirds, qui vont disputer leur première finale depuis plus de 10 ans. Et d'ailleurs, dans leur parcours, ils avaient battu l'ogre de cette division, North Dakota State. La finale sera mardi prochain, dans la nuit de lundi à mardi en fait. Donc, je ne dis pas que vous devez vous lever pour le regarder, mais quand même, c'est un petit événement dans le monde du football universitaire.